Allez-y. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers invités, l'Association Polytech et l'Observatoire français des BRICS sont heureux de vous accueillir pour cette soirée inaugurale d'un nouveau cycle de conférences qui se déroulera tout au long du mois de mars et qui culminera le 3 avril avec la nuit de la géopolitique. Avant toute chose, nous souhaiterions exprimer notre gratitude à ceux qui ont rendu cette soirée possible, notamment l'administration de l'ICES et M. David Turtry pour leur confiance et leur soutien dans ce projet. Depuis plusieurs décennies, l'ordre international s'est structuré autour d'ensembles de principes et d'institutions largement façonnés par l'Occident, et en particulier par les puissances euro-américaines. Cet ordre repose sur des structures clés telles que l'Organisation des Nations Unies, le Fonds monétaire international ou encore l'Organisation mondiale du commerce. À travers ces institutions, l'Occident a imposé des règles économiques et politiques favorisant la diffusion du modèle libéral, notamment par le biais de politiques d'ajustement structurel ou de conditionnalités financières imposées aux pays en développement. Toutefois, cette hégémonie, mise en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et consolidée après la guerre froide avec l'effondrement de l'URSS, semble aujourd'hui remis en cause par l'émergence de nouvelles puissances, dont la montée en puissance de la Chine, qui est devenue la deuxième puissance économique mondiale, et le premier partenaire commercial de nombreux pays d'Asie, d'Afrique ou encore d'Amérique latine, illustre cette recomposition. De son côté, l'Inde s'affirme comme une puissance technologique et démographique incontournable, tandis que la Russie cherche à redéfinir son rôle sur la scène internationale, notamment à travers sa politique énergétique et ses alliances stratégiques. Quant au Brésil et à l'Afrique du Sud, ils incarnent la voix des puissances régionales émergentes et revendiquent une meilleure représentation des pays du Sud dans la gouvernance mondiale. Avec près de 40% de la population mondiale et une part croissante du PIB global, la Chine et l'Inde représentent à elles seules environ 25% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Les BRICS se veulent une alternative aux institutions dominées par les États-Unis et leurs alliés. Entre parenthèses. Ils ont ainsi mis en place leur propre structure, comme la nouvelle banque de développement, créée en 2014, pour financer des projets d'infrastructure sans les conditionnalités souvent imposées par le FMI ou la Banque mondiale. Ils cherchent également à développer des mécanismes de coopération indépendants du dollar américain, à l'image des discussions autour de l'internalisation du yuan ou la création d'un système de paiement alternatif au système SWIFT. Toutefois, cette ambition se heurte à plusieurs défis majeurs. Peuvent-ils réellement imposer un nouvel ordre mondial qui transcende la domination occidentale? Si la volonté de rééquilibrer les rapports de force est partagée, leur vision et leur intérêt divergent souvent. Par exemple, la rivalité entre la Chine et l'Inde, illustrée par les tensions frontalières avec l'Himalaya, limite leur coopération stratégique. De même, la guerre en Ukraine, qui a fait l'actualité ce week-end, a révélé des fractures internes, tandis que la Russie cherche à mobiliser les BRICS comme un levier contre les sanctions occidentales. D'autres membres, comme l'Inde ou le Brésil, préfèrent adopter une posture qui est tout autre. C'est pour tenter de répondre à ces interrogations que nous avons l'honneur ce soir de pouvoir écouter 3 professeurs de l'ICES, bien connus de nos étudiants, qui apporteront chacun une clarification pluridisciplinaire sur la dynamique des BRICS. Tout d'abord, nous retrouvons M. Éric Pomès, maître de conférence en droit public à l'ICES, qui nous apportera un éclairage sur les implications juridiques et institutionnelles de l'émergence des BRICS et sur les défis qu'ils posent au droit international. Puis nous écouterons M. Grand-Pierron, maître de conférence en sciences politiques à l'ICES, spécialiste de la Chine et de son rôle dans la recomposition de l'ordre international. Enfin, M. David Turtry, maître de conférence à l'ICES en sciences politiques, géographe et directeur de l'Observatoire français des BRICS, qui analysera quant à lui la position de la Russie au sein des BRICS et ses enjeux stratégiques. Dès lors, messieurs, ma question est la suivante. Les BRICS sont-ils en train de redéfinir les règles du jeu international? Peuvent-ils offrir une alternative crédible aux institutions dominées par l'Occident? Ou bien leurs différences internes limiteront-elles leur influence à long terme? Je vous remercie pour votre écoute et je vous demande d'applaudir chaleureusement nos conférenciers de ce soir. Bon, c'est moi qui commence. Alors, on va déjà rectifier les chiffres, parce que vous aviez les chiffres avant le 1er janvier 2025. Aujourd'hui, les BRICS, c'est plus de 40% du PIB mondial, en parité de pouvoir d'achat, c'est 40,1%, et c'est plus de 51% de la population mondiale. Donc, ils ont passé la moitié de la population mondiale. Tout ça, c'est pas juste pour remettre en cause les chiffres, c'est juste pour vous montrer que quand vous
poser la question de savoir est-ce qu'ils vont faire évoluer les règles. La question, c'est pourquoi les règles n'ont pas évolué avant, alors même qu'ils représentent plus de 51% de la population mondiale. Le secrétaire général des Nations Unies, lors du sommet, pas le dernier, l'avant-dernier à Johannesburg en 2023, parlait rapidement de l'ancien système ou de l'ancien monde et qu'il fallait mettre à jour ce système en prenant en compte les nouvelles puissances, alors qu'on appelle émergentes, mais à force d'émerger, je ne sais pas combien de temps elles vont émerger, parce qu'elles émergent quand même depuis quasiment 20 ans, donc elles sont quand même bien émergées aujourd'hui. Moi, je veux bien que la Chine soit émergente, mais c'est quand même la première puissance économique mondiale, donc je ne vois pas où elle va pouvoir continuer à émerger. Donc elles ont aujourd'hui la capacité de changer les règles, et pour aller dans votre sens, ils n'ont pas toutes le même agenda. Et après, je laisserai la parole à mes deux camarades. Camarades, ça va hein, pour les deux communistes, oui. Deux versions différentes. Hein. Alors que les Chinois commencent à avoir un ordre un peu un nouvel ordre qui s'imposerait à l'ordre libéral, l'Inde est plutôt sur un agenda qui est de réformer de l'intérieur l'ordre international. Alors que l'agenda du président russe, c'est plutôt une question de statut et donc de redevenir la puissance qu'était l'Union soviétique, parce que contrairement à ce que j'ai entendu tout ce week-end, l'Union soviétique n'est pas égale à la Russie, et la Russie n'est pas égale à l'Union soviétique. La Russie, c'est autre chose que l'Union soviétique, mais en gros, c'est ça l'idée. Et donc chacun va, à sa manière, proposer des évolutions de l'ordre international. Donc vous savez qu'au mois de janvier, vous avez 9 États partenaires qui ont rejoint les BRICS+. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont une voix, notamment au sein des organisations internationales, pour réformer l'ordre international. C'est donc le parti chinois qui l'emporte sur le parti soviétique. Et, oui, pour l'instant, effectivement. Et vous aurez donc bien vu qu'on a, depuis ce matin, préparé la réunion en rééduquant notre camarade, puisqu'il nous a parlé de camarade. Donc finalement, ça marche plutôt bien. Juste ajouter, pour compléter ce qu'a dit Éric Pomès, il faut aussi voir il ne faut pas voir les BRICS comme ce qu'on voit dans les médias occidentaux. Ce n'est pas pensé pour être une union, ce n'est pas pensé pour être une sorte de union européenne bis, annexe ou qui fonctionnerait mieux. Ce n'est pas pensé pour être une alliance. Ça, c'est une terminologie militaire qui n'a pas lieu d'être. Et chaque État qui en sont membres va projeter des aspirations qui lui sont propres par rapport à ses enjeux internes, par rapport à sa vision du monde, sa philosophie politique. Et quand on regarde les membres historiques et puis les membres qui les ont rejoints, chacun, en tout cas, il y a un dénominateur commun qui est présent, c'est-à-dire que l'ordre international ne peut plus fonctionner selon les principes mis en place par les forces libérales et doit revenir à quelque chose d'un peu plus historique, c'est-à-dire les Nations Unies comme ce qui aurait dû fonctionner post-45 et pas à partir de l'effondrement du bloc communiste. Ça, c'est une chose. Et puis, il y en a autre chose qui est souvent oubliée, et ça c'est surtout valable pour les membres historiques des BRICS. Pour ceux qui se sont rejoints, c'est un peu moins vrai. Mais en tout cas, il y a l'idée d'annuler une partie de l'histoire, ou en tout cas annuler un événement traumatisant dans l'histoire récente. Alors, plus ou moins court terme, il y a l'effondrement de l'influence soviétique. Il y a pour la Chine le siècle des humiliations qui a commencé avec la guerre de l'opium et le traité de Nankin en 1842. Il y a des questions également
d'indépendance ou en tout cas de respect économique avec des États qui arrêtent d'être simplement une périphérie de la mondialisation, c'est-à-dire l'endroit où on va délocaliser à peu près tout, soit la production. Maintenant, on y délocalise la pollution avec le traitement, par exemple, des coques usagées des navires ou des matériels devant être désamiantés. Donc il y a aussi cette recherche du respect, à la fois en faisant oublier et en contestant des événements historiques qui se voient aujourd'hui. Alors pour la Chine, c'est la question des frontières et de recouvrer les territoires qui ont été considérés comme volés par les Occidentaux. Ça, c'est à partir de 1842. Il y a aussi la question de l'indépendance économique et tout simplement pouvoir revenir ce que ces États étaient avant la parenthèse libérale, à savoir des centres économiques mondiaux. C'est dans cet esprit que l'on peut voir aujourd'hui donc les entreprises chinoises s'affirmer, notamment dans l'automobile ou les nouvelles technologies. Il y a également, et puis après j'en arrêterai là, mais il y a aussi les questions agricoles, notamment en Inde, où le gouvernement indien, depuis 2016, est dans un bras de fer contre les multinationales agroalimentaires. Vous avez par exemple Monsanto qui avait obtenu une position d'hégémonie sur l'agriculture indienne en contrôlant 90% du marché des graines pour les plantations de coton avec des OGM. Vous aviez également Bayer qui, après avoir absorbé Monsanto, mais avait obtenu une position dominante dans les pesticides. Et en fait, avant les mesures correctrices du gouvernement indien entre 2016 et 2019, vous aviez à peu près 17% du PIB indien contrôlé par des multinationales. Donc là, il y a aussi cette logique-là d'affirmation par rapport aux grands groupes. Donc je prends le relais de ces premières tables rondes, et puis on va poursuivre ensuite avec effectivement avec cette idée que les BRICS, ça a été dit, hein, sont très divers à tous égards, hein, démographique. Alors on a deux poids lourds qui se ressemblent assez en termes de démographie, mais pas d'économie, hein, que sont l'Inde et la Chine. On a des puissances dans le triangle Russie, Chine, Inde, qui est la Russie, qui est plutôt une puissance qui a été très largement affaiblie dans les années 90, qui tente de se reconstruire, y compris à l'international au travers de ce type de forum. Et puis ensuite, avec les BRICS+, on a une nouvelle dynamique, puisqu'au départ, c'était l'idée de rassembler les grands émergents, un peu les poids lourds de l'émergence. Et désormais, ça s'élargit de plus en plus à des pays de plus petite taille, mais qui manifestement sont intéressés par la dynamique engendrée par les BRICS. Donc certes, ils sont très divers, certes, ils ont des intérêts parfois divergents, mais ils se retrouvent manifestement sur un agenda relativement commun, et notamment d'une meilleure représentation de ce que certains appellent le Sud global dans les instances internationales et dans la gouvernance mondiale. Et là, en fait, la question qui s'est posée et qui se pose toujours, c'est dans le rapport aussi à l'Occident, parce que les Occidentaux dominent la plupart des organisations internationales, et ils font face à un dilemme, en fait. C'est soit on accepte de prendre en compte les nouvelles réalités en termes de poids démographique et économique, et on doit donner plus de place à la Banque mondiale, au FMI, au Conseil de sécurité de l'ONU, à ces nouvelles, en tout cas à certaines ou aux nouvelles puissances émergentes. Soit, et là, dans ce cas-là, le problème, c'est que la voix de l'Occident risque d'être diluée, hein, les Occidentaux vont perdre la main sur ces instances. Soit on s'accroche à nos privilèges d'une certaine façon, hein, il y a un peu une histoire d'ancien régime, ça a été dit d'ailleurs, je crois, hein, un peu ancien régime, ancien monde, nouveau régime. Et dans ce cas-là, eh bien, les émergents, ils vont s'organiser de leur côté pour créer des structures concurrentes. Et d'une certaine façon, les BRICS, c'est un peu ça. C'est, eh bien, écoutez, le multilatéralisme tel qu'incarné par l'ordre libéral occidental,
ils ne nous acceptent pas comme ils le devraient. En plus, ils semblent de fonctionner de manière de moins en moins satisfaisante. Il y a un certain nombre de crises régionales pour lesquelles eh bien, ces organisations ne fonctionnent pas. Évidemment, on a l'Ukraine près de chez nous, mais on a aussi les conflits au Moyen-Orient qui l'illustrent. Et donc les BRICS, c'est aussi ça. C'est aussi une nouvelle forme, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est nouveau dans sa façon de fonctionner, ça peut faire partie du débat, mais en tout cas, un nouveau forum qui permet du multilatéralisme géré par ce Sud global ou par cette majorité mondiale. C'est d'ailleurs un nouveau concept qui est mis en avant, notamment par la Russie, et ce n'est pas un hasard, parce que c'est l'idée, finalement, nous sommes majoritaires, sous-entendu, l'Occident est minoritaire, et d'une certaine façon, les BRICS, qui sont d'ailleurs dans une articulation intéressante avec l'Organisation de coopération de Shanghai, mettent l'accent sur une forme de démocratisation des relations internationales. En fait, ils disent qu'il faut démocratiser les relations internationales parce que pour l'instant, elles sont aux mains d'une minorité. Et nous sommes la majorité. Et ça s'oppose finalement à la démocratisation des relations internationales, incarnée par les BRICS. Elle s'oppose à ce que l'Occident, lui, veut imposer d'une certaine façon, c'est la démocratie libérale. C'est-à-dire que d'un côté, l'Occident dit il faut exporter la démocratie libérale à l'échelle mondiale, mais nous restons au cœur de ce système. Et de l'autre, les BRICS répondent la démocratie libérale, nous, on n'est pas forcément tout à fait d'accord avec tous ces fondements idéologiques, et on va en prendre peut-être une partie, il ne faut pas non plus caricaturer. En réalité, les choses, voilà, au-delà des oppositions faciles entre l'autoritarisme et le libéralisme, il y a des nuances à apporter. Mais voilà, on a deux approches différentes, et effectivement, à l'heure actuelle, manifestement, pour une partie grandissante des pays à l'échelle de la planète, la démocratisation des relations internationales parle plus que la démocratisation des régimes politiques. Et donc ça, c'est un élément sur lequel je pense qu'il faudrait, voilà, qui est important à avoir en tête. L'autre élément que je voulais signaler, c'est que ce n'est pas seulement une relation à l'Occident. C'est-à-dire que souvent, en Occident, on dit voilà, les BRICS, ils se construisent contre nous. Voilà, toute leur idée, ils sont là tout le temps en train de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour embêter les Occidentaux. Mais en réalité, ils ont une dynamique qui leur est propre, et après tout, que sommes-nous pour leur reprocher de vouloir coopérer entre eux, c'est tout à fait naturel qu'ils souhaitent coopérer entre eux. Et à cet égard, il y a aussi une histoire à ces BRICS. Alors, je ne vais pas y revenir longuement, mais je voulais signaler un aspect qui renvoie effectivement au rôle de la Russie, en l'occurrence. Il se trouve que la Russie a eu un rôle important dans la constitution, dans la fondation de ces BRICS. Et souvent, on évoque la première réunion des BRICS qui a eu lieu en 2009 à Yekaterinbourg, donc en Russie. Donc, ça marque le début de ce forum. Donc, ça a effectivement eu en Russie. Mais en réalité, le concept au cœur des BRICS, en termes de diplomatie, il remonte aux années 90, et on le doit à un certain Evgeny Primakov, qui était le ministre des Affaires étrangères russe et qui a été brièvement Premier ministre ensuite. Et ce dernier, en fait, il a incarné un changement d'orientation de la Russie des années 90, parce qu'au début des années 90, les élites russes étaient très occidentalistes, elles rêvaient de s'intégrer à l'Occident, et puis ensuite, rapidement, elles se sont aperçues que l'Occident ne leur offrait pas ce qu'elles attendaient, et lui, il a incarné cette volonté de rééquilibrer les choses, d'aller regarder vers l'Asie. Le problème, pour faire simple, c'est que, il y a un rapprochement avec la Chine qui s'est opéré à cette époque et qui s'est poursuivi et amplifié par la suite. Mais Moscou était bien conscient que ce rapprochement avec la Chine, il posait question à l'Inde, parce que l'axe Moscou-New Delhi est très ancien, il date de la guerre froide. Les Indiens et les Russes ont des relations très, très étroites.
Et il craignait qu'en en se rapprochant de la Chine, il risquait de perdre le partenaire chinois. D'où, et en plus, pardon, le partenaire indien. Et pire que ça, il se disait, si l'Inde se sent menacée par ce nouvel axe Pékin-Moscou, eh bien, les Indiens vont se jeter dans les bras de l'Occident. Et dès la fin des années 90, Primakov propose un triangle qu'il appelle le triangle Russie-Inde-Chine, qui va, dans son abréviation, hein, Russie-Inde-Chine, qui va s'appeler les RIC, hein, donc RIC. Et donc on voit bien les BRICS, on a le B avant et le S à la fin, ce ne sont qu'un habillage plus global de cette idée initiale. Et effectivement, les RIC, en l'occurrence ce triangle, il va se former, là encore en Russie, au début des années 2000. Et après, il va y avoir une première réunion en ce sens. Et donc c'est aussi, vous voyez, là on est loin des enjeux de gouvernance mondiale, du rapport à l'Occident. Il y avait aussi, ou en tout cas c'est indirect, il y avait aussi des enjeux internes aux relations entre émergents, et notamment la crainte, enfin en tout cas le désir pour Moscou tout en se rapprochant de la Chine, ne pas hypothéquer ses relations avec le reste des émergents. Alors après, je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'on refait un tour de table ou est-ce qu'on passe aux questions? Est-ce qu'on réagit les uns les autres? Ah, ça sans doute non. Je sais pas, moi j'ai jamais eu les questions. Donc bah oui, c'est l'idée même. Alors, donc maintenant je vais vous donner mes réponses. D'abord, je vais continuer sur ce que disait David Turtry. C'est pas forcément toujours, enfin, c'est pas toujours pensé comme anti-occidental, mais ce qui est intéressant, c'est que les BRICS, ou du moins un certain nombre de pays des BRICS, ont la même analyse qu'un certain Obama, qu'on peut pas suspecter d'être très pro-BRICS. C'est-à-dire cette idée que la géopolitique du XXIe siècle va se faire en Asie. Donc c'est l'idée du pivot asiatique. C'est aussi pour ça que se désengager de l'Europe et de l'OTAN, c'est absolument pas Trump, mais c'est Barack Obama qui engage la réarticulation des dispositifs américains vers l'Asie. Et quand vous regardez la politique d'un certain nombre de nouveaux BRICS, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit l'Iran, et notamment c'est l'ancien président Ahmadinejad en Iran qui avait cette formule, c'était pas le pivot asiatique, mais c'était regarder vers l'Est. Et donc il y a cette idée que la géopolitique du XXIe siècle, ce n'est plus l'Union européenne, enfin c'est plus l'Europe, c'est l'Asie. Et donc on va changer, on passe avec le Pacifique, d'où cette idée que les BRICS, quand même, il y a cette idée que le Pacifique va devenir un peu un espèce de grand lac des BRICS. C'est aussi pour ça que les États-Unis ont réorganisé pour se tourner vers l'Asie. Bon, alors maintenant, est-ce qu'ils sont crédibles ? En réalité, regardez les organisations internationales actuelles, ça dépend ce que vous voulez en dire. La plupart des organisations internationales aujourd'hui, les BRICS sont majoritaires. Alors, il suffit de regarder, alors pas ce week-end, mais le début de la semaine dernière, parce que cette semaine, en réalité, a été une semaine où ce qui s'est passé vendredi a commencé lundi à New York. Il a été très difficile pour les Occidentaux sans les États-Unis de réunir suffisamment d'États pour arriver à représenter plus d'une centaine d'États pour voter une résolution contre la guerre en Ukraine, puisque le résultat, c'est 93 pour sur 193. Alors, c'est vrai, il n'y a pas grand monde qui vote contre. Vous en avez 16 qui vont boire le café parce qu'ils veulent surtout pas d'ennui avec qui que ce soit, donc ils partent avant de voter. Et puis les autres, dans une façon Ponce Pilate, ils s'abstiennent.
Mais ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas forcément très favorables à la position, du moins européenne. Donc, l'OMC, si je prends une autre organisation internationale, l'OMC est bloquée depuis 2001. Donc on est bien en 2025. Ça fait 24 ans que l'OMC est bloqué. Bloqué tout simplement parce qu'en 2001, l'OMC décide de lancer le cycle de Doha, qui devait être le cycle du développement. Et qu'en 2001, tout d'un coup, sous l'impulsion de la Chine, les pays, notamment des pays qui se retrouvent aujourd'hui dans les BRICS, se sont dit, mais en réalité, on est majoritaire. Donc on n'a plus à se faire dicter la loi par l'Occident. Et ce qui va bloquer toute la machine de l'OMC, c'est l'agriculture. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure très bien, Mathieu Grandpierron. Les pays, et notamment un certain nombre de pays comme l'Inde, disent il n'y a pas de problème, on va continuer à ouvrir les marchés, à libéraliser l'économie, à condition que vous-même, vous appliquiez vos mêmes recettes et que vous ouvriez vos marchés à nos produits agricoles. Et depuis 2001, impossible de se mettre d'accord sur une évolution de l'OMC parce que vous avez deux blocs, un bloc minoritaire qui est le bloc occidental et un bloc majoritaire qui est les BRICS et d'autres pays. Alors tout à l'heure, vous avez posé, la question a été posée, est-ce que c'est nouveau ? Non, en réalité, nous sommes simplement en train de faire un update de Bandung 1955 versus la progression avec la réunion de Belgrade qui a donné les non-alignés. Quand vous regardez aujourd'hui les grands principes qui sont mis en avant par Xi Jinping dans tous ses grands discours, vous prenez les discours de Zhou Enlai, c'est exactement les mêmes. Vous avez exactement les mêmes mots que vous retrouviez dans un préambule d'un traité d'amitié sino-indien de 1954, la coexistence pacifique. Et voilà leur programme. Le programme des BRICS pour le monde, c'est la coexistence pacifique, qui peut être contre, c'est-à-dire la paix, le développement économique, l'équité, la justice pour tous, le multilatéralisme. Donc, est-ce qu'ils peuvent changer l'ordre ? En réalité, ils sont en train de s'approprier le discours occidental et ils sont en train de changer les définitions des mots. C'est la grande idée, je suis désolé, je vous le pique parce que sinon je vais pas pouvoir aller avoir mon visa pour la Chine. La grande idée de Xi Jinping, c'est de créer une communauté de destin pour l'humanité. C'est quand même beau. C'est quand même extraordinaire. Nous, on a inventé le patrimoine commun de l'humanité. Lui, il invente la communauté de destin partagée pour l'humanité. Donc, est-ce qu'ils peuvent réussir ? Oui, ils peuvent. La question n'est pas forcément celle de leur division, parce que comme Mathieu Grandpierron l'a dit, ce ne sont pas des alliances militaires. Ce sont des États qui ont des intérêts en commun. Et quand l'Inde va à Kazan, quasiment la semaine d'après, ils sont à Tokyo pour une réunion du Quad. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans les BRICS et à la fois dans une alliance militaire américaine contre les Chinois. Et ça leur pose zéro problème. Et ils arrivent tous à discuter à tel point que... Alors ça commence à dater un tout petit peu, ça a 5-6 ans, mais il y a une étude américaine qui s'est intéressée à la convergence des politiques au sein des BRICS. Et ils sont aperçus qu'en une dizaine d'années, ils sont passés de moins de 10% de politiques convergentes à plus de 50%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques des BRICS sont en train de converger dans le même sens, et c'est ce qui va être nécessaire pour peser dans l'ordre international, c'est-à-dire avoir des idées, mais aussi des intérêts qui doivent conduire à définir des nouvelles règles.
Mais ça va pas se passer, si vous voulez, j'ai pas l'impression, même si je suis pas Madame Irma, j'ai pas l'impression qu'ils vont renverser la table. Ça va pas être une révolution. Ça va pas être du type 1919 après le traité de Versailles avec des grands principes, le droit des minorités, le droit à l'autodétermination façon président Wilson, qui veut pas dire grand-chose. C'est pas la création de la SDN. J'ai plus l'impression qu'ils vont réussir parce qu'ils vont vampiriser de l'intérieur les concepts de l'Occident qui, comme on a voulu s'en servir pendant très longtemps pour asservir une grande partie du monde, en réalité sont vides. Parce que qu'est-ce que veut dire le multilatéralisme? Le multilatéralisme, ça veut dire tout le monde participe aux discussions. Bah, d'accord, mais à partir de là, ça ne veut rien dire non plus. À partir du moment où vous dites juste tout le monde a le droit de donner son avis, mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez décider. Puisque dans un certain nombre d'organisations internationales, pour éviter cette règle horrible qui est la démocratie, c'est-à-dire c'est la majorité qui l'emporte, on a créé des modes de votation de type majorité qualifiée des 2/3, majorité mais avec des États qui ont plusieurs voix. On va se créer un veto qui est un veto de facto, ça c'est les États-Unis au FMI qui gardent 17% des droits de tirage et en ayant 17% des droits de tirage ont un veto de fait sur toutes les décisions du FMI. On s'est mis d'accord, le président du FMI est un Européen, le président de la Banque mondiale est un Américain. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, on l'a décidé, mais il n'y a pas de règles, ça a été décidé. Et c'est en fait toutes ces règles qu'ils vont changer au fur et à mesure, mais sans grand changement. C'est passé un peu inaperçu, j'en parlais avec un diplomate qui lui-même ne l'avait pas vu, il y a 4 ans, c'est ça, il y a 3 ou 4 ans, au moment où il y a... Alors ça intéresse personne, hein, j'en suis désolé, c'est pas du type Mbappé. Vous avez un changement de juge à la Cour internationale de justice. Vous voyez le truc hyper passionnant. Et il y avait une règle tacite qui était de dire que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité avaient forcément un juge. Et là, c'était le siège du juge du Royaume-Uni qui était remis en jeu. Donc ils y ont été tranquilles, façon PSG qui va à Barcelone juste avant la remontada. Résultat, les Britanniques n'ont plus de juge à la Cour internationale de justice. C'est-à-dire que les BRICS, avec ceux qui sont derrière, ont commencé à changer les règles. Mais personne ne s'en a aperçu parce que c'est à bas bruit. Et on pourrait continuer comme ça, si vraiment j'avais envie de vous endormir, on pourrait commencer à parler de droit de la mer. Mais peu à peu, vous êtes en train de créer ce qui a toujours été contraire au droit de la mer depuis qu'un type qui s'appelle Grotius, qui est considéré comme un génie du droit international, en réalité, quand vous lisez ses écrits, c'est d'une banalité sans nom, mais qui a écrit pour un truc qui s'appelait la Compagnie des Indes, et qui a créé le droit de la mer contemporain, qui était la liberté des mers, parce que la Hollande, à ce moment-là, c'était la puissance maritime. Et donc l'idée, c'était la liberté des mers. Aujourd'hui, dans le droit de la mer, sous l'impulsion des Chinois, mais aussi des Russes, parce qu'ils ont quelques intérêts, je crois, dans l'océan Arctique, sont en train de reterritorialiser les mers et les océans. Voilà, donc je vais arrêter là, sinon après je vais passer dans le droit de l'espace, et là pour le coup je vais vider la salle. À vous? Vous allez nous parler de Winnie l'ourson? Non, alors territorialisation de... Winnie l'ourson, c'est Xi Jinping, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Oui, dans vous, c'est niveau visa, vous êtes mort. Alors, blague mise à part, mais la territorialisation de la mer, il y en a juste un à Washington qui l'a fait la semaine dernière. Sur une carte, en changeant le nom d'un golfe. Donc, il n'y a pas que. Mais pour répondre à la question, est-ce que c'est une alternative crédible? Ça, c'est la réponse bateau. Il faudra attendre un peu pour voir, parce qu'il y a quand même pas mal d'enjeux structurels où se posera les questions de monnaie, les questions de taux de change,
les questions d'intégration des institutions et des organisations internationales nouvellement créées avec le système des Nations Unies. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'instant T, l'initiative BRICS est sans aucun doute l'initiative beaucoup plus attrayante, à défaut de pouvoir remplacer, en tout cas, elle attire beaucoup plus, pour des questions d'abord idéologiques, c'est que les institutions liées aux initiatives BRICS sont dépourvues d'idéologisation, ou en tout cas dans la version moralisatrice. Quand on compare les conditions de prêt par le FMI versus les conditions de prêt par la nouvelle Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, bien d'un côté, le FMI, vous débloquez les fonds dès lors que vous mettez en œuvre d'abord des réformes sociétales, notamment à l'interprétation libérale occidentale de la notion de droit de l'homme et droit des minorités, quelles qu'elles soient, avec des réformes institutionnelles pour mettre en place une sorte de démocratie libérale, si possible, à l'américaine. Et seulement à partir de ce moment-là, vous débloquez les prêts, à condition que d'un point de vue économique, après, votre économie soit formatée de manière libérale. Ce qui, dans certains contextes, vu certaines répartitions ethniques ou l'histoire de certains États, en Amérique latine ou en Afrique ou en Asie du Sud-Est, c'est pas forcément l'option la plus attrayante. L'autre option, celle liée aux BRICS, ce ne sont pas des prêts liés à des conditions politiques, idéologiques, mais c'est tout simplement une question, combien de temps pouvez-vous rembourser? Et si vous ne pouvez pas rembourser, si vous faites un défaut, qu'est-ce que vous nous donnez en échange? Donc c'est comme ça qu'un certain nombre d'États, et là-dessus les Chinois sont plutôt assez forts, se retrouvent avec des concessions de chemin de fer ou des ports pour 90 ans, 75 ans, 99 ans. Et puis après, le port sera rendu et ça fait partie d'une certain nombre de stratégies. Ainsi, tous les ports grecs sont sous contrôle chinois en échange d'aide pour rembourser lors de la crise économique grecque. Donc ça c'est un premier point, c'est-à-dire vous n'allez pas nous imposer vos valeurs, des modes de vie qui ne correspondent pas à la manière dont vous voudrez que nos sociétés fonctionnent. Et puis, il y a également un intérêt technologique. Quand on regarde dans les nouvelles technologies, en tout cas, les technologies occidentales sont plutôt à la traîne ou contestées. Il n'y a qu'à regarder l'intelligence artificielle, ChatGPT, enfin OpenAI, plutôt étant fortement malmené par DeepSeek. DeepSeek lui-même, donc qui est chinois, lui-même malmené par 2 nouvelles intelligences artificielles sorties la semaine dernière, la version d'Alibaba et puis d'une autre start-up, et qui surperforme par rapport aux systèmes occidentaux. Vous avez aussi pour certains pays, pas forcément plus proches de chez nous, notamment en Europe, sur le continent européen, un intérêt pour les technologies venant des BRICS, tout simplement parce que ces États ne partagent pas la vision libérale occidentale, celle de l'administration Biden et celle de la Commission européenne. Vous avez par exemple une ligne de chemin de fer pour un train à haute vitesse qui est en ce moment même construit avec financement des routes de la soie et technologie chinoise pour un TGV entre Budapest et Belgrade, pour mettre les deux villes à 1h45, 2 heures. Alors on peut regarder là aussi, et c'est le côté promotion, et c'est juste pour te rappeler ton expérience SNCF d'il y a quelques instants. Voilà, le TGV français, c'est sur du 320 km/h quand il est sur les bonnes rails, quand il n'y a pas de vent et que la ligne est droite. Pas de sanglier, pas de problème d'aiguillage, de cathéter ou de je ne sais trop quoi. La nouvelle version du TGV chinois, c'est 475 km/h. De quoi? Oui, non, il n'y a plus de sanglier. Mais pour le prendre régulièrement, la ligne Shanghai-Pékin, c'est à peu près 1200 km. C'est 1200 km l'écart. On le fait en 4 heures, à peu près, pour la version sans escale. Après, c'est un peu plus long si vous prenez la ligne. Donc, il y a, sur des technologies de pointe, un intérêt pour les technologies chinoises. Et puis, avant de laisser la parole à David, un autre exemple, les voitures électriques.
Le temps de recharge pour une voiture BYD, c'est 3 minutes. C'est le temps de recharge de la batterie. Il faut comparer avec les modèles occidentaux où c'est une demi-heure quand il n'y a personne qui fait la queue devant vous. Voilà. Alors aujourd'hui, ces technologies-là sont en ce moment même négociées entre Baidu, qui est une grande entreprise chinoise qui fait à la fois l'Internet, le GPS chinois et les systèmes de navigation, ainsi que les voitures autonomes, c'est-à-dire les voitures qui vous prennent à l'aéroport, il n'y a pas de pilote. Vous entrez votre code sur la vitre tactile et puis ça vous emmène où vous voulez dans Pékin. Là, la Suisse a fait une demande d'achat de ces technologies. Donc en ce moment, il y a des négociations entre les entreprises suisses, le gouvernement suisse et Baidu pour non seulement la mise en place des systèmes de voitures robots, mais également le transfert des technologies chinoises, donc là, sur un pays qui est intégré économiquement dans l'Union européenne, même si bien sûr il n'en est pas membre. Donc là, il y a des alternatives qui, pour l'instant, semblent être, en tout cas, plus attrayantes que ce qu'on pourrait proposer. Juste avant que, il y a 3 points, enfin il y a 3 points que je voudrais, sur lesquels je voudrais rebondir. D'abord, pourquoi les BRICS attirent autant? C'est parce que 6,6% seulement de l'humanité est en démocratie. 6,6% en fait sont des démocraties libérales, au sens libéral. Donc ce qui veut dire que quasiment 93% des pays sont dans des démocraties autres qu'on appelle non-démocraties parce qu'elles ne sont pas libérales. Mais donc l'extrême majorité ne veulent pas entendre parler d'un certain nombre de réformes politiques, c'est mon deuxième point, qui sont rendues obligatoires lorsque vous demandez un prêt via la conditionnalité. Puisqu'aujourd'hui, que ce soit l'Union européenne, le FMI, vous devez passer par la conditionnalité. Et puis, troisième élément, et puis après, ça sera David Turtry qui pourra rebondir. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ordre fonctionne? Je vous dirais oui. Il suffit de regarder depuis 2014 et depuis février 2022, ce truc bizarroïde qu'on a entendu depuis lundi dernier, parce que vous avez eu 2 résolutions à l'Assemblée générale, pour tous ceux qui regardent les chaînes d'information, tout d'un coup on nous explique la Russie vient de mettre fin à son isolement, mais dans quel monde vous vivez? En réalité, les Russes n'ont jamais été isolés. Donc l'ordre alternatif BRICS a fonctionné et a fonctionné en temps de crise lorsque les Occidentaux ont essayé de frapper par des sanctions la Russie, mais également l'Iran. Et donc ça, c'est une preuve empirique que aujourd'hui, vous avez peu à peu la mise en place d'un ordre alternatif à l'ordre libéral. Vas-y, tu peux y aller, je t'ai piqué du temps de parole. Oui, en plus, j'étais un peu jaloux parce qu'il y avait l'intelligence artificielle chinoise, les voitures électriques, les trains. Donc, c'était une vaste promotion des technologies chinoises. Je pense que je vais commencer à partir. Je fais 50% de réduc. Bon. Alors, je vais partir sur les missiles hypersoniques et les. Non, mais c'est pas vraiment. Je suis tous les autres BRICS, donc c'est Carnaval pour le Brésil. Tu es dans le soft power. Je suis dans le soft power. Alors l'Éthiopie, ça va être plus compliqué à vendre. Mais bon, les Émirats arabes, pour ceux qui aiment, je fais Bollywood aussi. Ouais, en fait, je voulais rebondir effectivement aussi au-delà des TGV qui arrivent à l'heure en Chine et qui sont plus rapides que leurs ancêtres. Le terme n'est pas du tout leurs ancêtres français. Oui, je voudrais revenir sur le fait que les BRICS, on le voit bien dans ce qui a été dans les quelques exemples donnés par Mathieu Grandpierron et Éric Pomès, il y a effectivement de l'empirique et puis il y a du concret, c'est-à-dire on est là dans une nouvelle situation parce que jusque-là, l'émergence, c'était le concept d'émergence était aussi lié au fait qu'on était toujours un peu dans le rattrapage. Les émergents, ils étaient toujours un train de retard, justement. Donc on fabriquait toujours un peu ce dont l'Occident se débarrassait parce que pour des questions de coûts de production, pour faire simple.
À l'heure actuelle, vous avez une puissance qui est la Chine, et là c'est quand même elle qui mène la danse dans l'ensemble, même si par exemple du côté russe, vous avez souvent des équivalents, mais qui ne s'internationalisent pas, qui restent en Russie, mais eux au moins ont les équivalents ou les concurrents à ce que, à ce que font les États-Unis, alors que les Européens ne se sont donnés, n'ont absolument rien, hein, notamment dans les nouvelles technologies de... Ah oui, oui. C'est une innovation aussi. Mais voilà, on a on est sur les technologies les plus avancées. Et là, on a un concurrent face aux États-Unis qui joue sur les mêmes terrains et dans bien des cas, en fait, qui est même plus efficace, hein, qui est plus efficace chez lui et en plus qui commence à s'internationaliser. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis l'autre aspect, donc il y a une dynamique interne, il y a un poids économique, financier, sans parler du démographique croissant de ces BRICS et du monde non occidental. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que cet Occident, d'une part, comme il est en perte de vitesse, il y a la tentation de se refermer, hein, de constituer un Occident forteresse et potentiellement aussi d'être relativement plus agressif et égoïste qu'auparavant. Et on voit bien que dans la crise ukrainienne, la tentative de l'Occident d'imposer sa vision de cette crise au reste du monde, eh bien, elle n'a fait qu'accélérer le phénomène des BRICS. Parce que je vous rappelle que les BRICS, ils s'appellent BRICS depuis 2011, quand l'Afrique du Sud a rejoint les BRICS, hein, pour devenir BRICS. Mais pendant plus de 10 ans, ces BRICS, ils sont restés entre eux. Ils n'ont pas bougé, ils ne sont pas élargis. Hein. Et le premier élargissement des BRICS pour devenir BRICS+, c'est en 2024 et ça a été décidé en 2023. C'est-à-dire, et en 2023, c'est au pire de la crise ukrainienne, dans le sens où, au moment où justement, en Occident, on disait la Russie totalement isolée, et puis Washington montait le ton vis-à-vis de la Chine en disant voilà, il n'est plus question maintenant de continuer dans cette direction. Et qu'est-ce qui se passe? Les Occidentaux s'attendaient à ce que une Russie isolée et une Chine envers laquelle on monte un peu le ton, eh bien, se retrouveraient effectivement d'une certaine façon isolés. Et que, ou au moins, en tout cas, les autres pays allaient dire bon, c'est peut-être pas trop le moment de se rapprocher de ces parias, puisque c'était avancé comme ça dans le discours médiatique occidental. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Les BRICS ont attiré un nombre de candidats si important que d'ailleurs ils refusent. À l'heure actuelle, ce n'est pas qu'ils sont en train de chercher qui, bon, écoutez, vous voulez venir avec nous, c'est qu'ils refusent les pays candidats en disant on ne peut pas vous prendre tous, on ne peut pas vous absorber. Donc ça, c'est un premier élément, d'une certaine façon, sur lequel je voulais revenir, c'est que d'une certaine façon, l'Occident, par sa politique hégémonique dont il n'a plus vraiment les moyens, eh bien, il accélère ce mouvement de rééquilibrage vers les BRICS. Et puis le deuxième élément, c'est qui est en lien avec le premier d'ailleurs, c'est que les États-Unis sont en perte de vitesse, ils ont des problèmes graves en interne, et ils n'ont plus les moyens de leur politique. Ils n'ont plus les moyens de leur politique, et c'est incarné à l'heure actuelle par Trump, dont la politique est brutale, brouillonne, enfin tout ce qu'on veut. Mais en fait, son projet derrière, c'est qu'il veut réduire la voilure parce que les États-Unis sont surendettés, que le service de la dette ne cesse d'augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le budget des États-Unis, chaque année, à l'heure actuelle, il est mangé par le service de la dette. C'est-à-dire que chaque année, ils sont obligés de rembourser toujours plus, et ils peuvent moins investir dans leurs routes, dans leurs ponts, dans leurs trains, etc. Ils n'ont pas. Et voilà. Et alors, on parlait des trains. Justement, il y a l'ancien président Carter qui disait mais regardez, la Chine, elle n'a pas fait de guerre depuis 50 ans, et maintenant, elle a un réseau de trains à grande vitesse absolument incroyable. Et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'en ont pas un seul. Aux États-Unis, le problème, c'est que les infrastructures sont délabrées. C'est un exemple. Et donc, le cœur du système occidental libéral, il est en crise. On le voit aussi sur les questions démographiques chères
à Emmanuel Todd, qui va venir nous voir prochainement. Il y a plusieurs donc, indices démographiques aux États-Unis qui sont très préoccupants, hein, et qui montrent que c'est une société malade. Et donc ça, c'est aussi un élément important. Et à l'heure actuelle, ça s'illustre aussi par cette division occidentale, en fait, puisque ces soubresauts en Occident, eh bien, ils entraînent un début de fragmentation, en tout cas de division entre les deux pôles de l'Occident que sont les États-Unis, l'Amérique du Nord et puis l'Europe. Après, et j'en terminerai là-dessus, le phénomène Trump au sens, alors qu'on dit Trump, c'est pour parler du président des États-Unis qui incarne la nouvelle équipe qui est au pouvoir, mais derrière, ça ne veut pas dire forcément que c'est lui qui pense tout ça, hein, c'est le résultat aussi d'une forme de consensus. Mais ce phénomène-là, il interroge aussi les BRICS et leur cohésion, y compris leur cohésion interne, et y compris leur dynamique. Pourquoi ? Parce que Trump, d'une certaine façon, tente, à sa façon, de jouer sur le terrain des BRICS. Vous savez, il a liquidé, enfin, il a, oui, en bonne partie pour l'instant, liquidé USAID, hein, qui était l'agence de développement officiellement des États-Unis, mais qui était surtout le vaste paravent de la CIA et c'est connu, hein, ça date de la guerre froide, donc ça fait très très longtemps, mais qui était une agence de développement très particulière, parce qu'elle était surtout, enfin, elle avait une grande partie de son action qui était liée finalement à cet agenda libéral, hein, et tentait de financer tout ce qui pouvait aller dans ce sens-là. Et en liquidant ça, il lance aussi un message en disant au reste du monde, on va faire un peu comme les BRICS, c'est-à-dire que nous, on ne va plus s'ingérer dans la politique intérieure des États et on va vous proposer des partenariats qui pourraient ressembler d'une certaine façon à ce que propose la Chine à l'heure actuelle. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va se faire, parce que là on est au tout début, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais ça pourrait être un petit peu ça, hein, c'est-à-dire des États-Unis qui cessent d'être les parangons de la démocratie libérale et qui vont plus se présenter en partenaires pragmatiques d'une certaine façon dans les relations internationales. Et puis l'autre élément, c'est justement dans la relation, j'en reviens à la Russie, on voit très bien, toute l'équipe de Trump a dit une chose, il faut qu'on se rapproche de la Russie, enfin en tout cas, il faut qu'on trouve un modus vivendi avec la Russie, et y compris sur l'Ukraine. Et c'est ce que ne semblent pas trop voir les élites européennes, parce que si on s'entend avec la Russie sur l'Ukraine, on va la détacher de la Chine. Alors, bon courage, parce que les Russes ne sont pas totalement idiots, ils ne vont pas non plus dire bah, génial, on se détache de la Chine et demain on va se retrouver avec une guerre en Sibérie. Donc ils vont évidemment rester prudents. Mais au-delà de ça quand même, on voit bien que les Russes sont assez intéressés par ce que proposent les Américains. C'est-à-dire finalement de retrouver une relation partenariale avec eux. Et ça interroge du coup sur la cohésion des BRICS. Parce que si l'un des piliers des BRICS commence à dire finalement c'est peut-être pas mal de retrouver des bonnes relations avec les États-Unis, eh bien, ça pourra interroger sur leur cohésion interne. La Russie, en même temps, là, on est vraiment dans l'hypothèse, hein, parce que peut-être que tout ça va capoter et qu'on va repartir dans un cycle de confrontation. Mais d'une certaine façon, la Russie pourrait jouer, si ça marchait, à l'avenir, une partition qui ne serait pas sans ressembler un peu à celle de l'Inde, hein, c'est-à-dire de faire partie toujours des BRICS, de continuer à jouer ce jeu, mais si Washington lui propose une solution, un partenariat attrayant, eh bien traiter avec Washington. Et plus largement vers l'Asie-Pacifique, simple corrélation avec les BRICS, ou alors phénomène naturel. Alors, je vais répondre juste d'abord. J'aimerais quand même dire une chose, je vais peut-être être le seul, j'ai peut-être la voix dissonante, parce que moi, j'ai pas de visa ni chinois ni russe. On a l'impression qu'il y a une... C'est très linéaire. Alors, c'est parce que c'est aussi, vous nous avez posé des questions qui nous amènent à réfléchir à cette idée de monde post-occidental.
J'aimerais juste, avant de répondre à votre question, pourquoi on s'intéresse à l'Asie. Premièrement, il ne faut pas oublier ce qu'a dit David Turtry, les problèmes démographiques, etc. Un certain nombre de pays des BRICS, et y compris la Chine et la Russie, ont exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que si vous aimez l'endettement américain, vous allez adorer l'endettement chinois. Parce qu'à côté, l'endettement américain, c'est rien du tout. Les Chinois sont sur un endettement de l'État chinois qui est largement supérieur à l'endettement américain. Donc quand on explique qu'il va y avoir un déclin, d'abord c'est un déclin relatif des États-Unis, c'est par rapport aux autres, mais les Chinois ont un problème de déficit, et aussi bien les Chinois que les Russes, alors c'est moins vrai pour les Indiens, ils ont un petit problème démographique. Non, vous ne me coupez pas le micro, les deux, parce que normalement, là, je devrais être sur un tatami, j'y suis pas, donc je pourrais ensuite m'entraîner avec les deux. Donc, les Chinois vont avoir un vieillissement très, très, très rapide de leur population. Et ça, ils savent déjà, et ça fait très longtemps qu'ils savent qu'il va falloir gérer. Hein. C'est-à-dire que contrairement à nous, ils ont prévu ça depuis très longtemps. Ils sont venus. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en 1995, alors vous n'étiez pas nés pour la plupart, au moment de la grande réforme des retraites d'Alain Juppé, vous aviez une délégation chinoise qui était venue en France pour essayer de voir comment justement on allait gérer nos problèmes de retraite, parce qu'ils étaient eux-mêmes très intéressés pour voir comment faire à l'avenir avec leur vieillissement de la population. Les Russes, alors je ne suis pas démographe, mais je sais que démographiquement, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est d'ailleurs l'un des arguments qu'il y a dans le livre d'Emmanuel Todd, c'est de dire que s'il y a eu la guerre en Ukraine en 2022, c'est parce qu'ils sont dans une fenêtre démographique qui leur permettait plus ou moins de faire la guerre à ce moment-là, et pas après. Bon, alors ça, après, moi je ne suis pas démographe, mais en tous les cas, c'est un problème démographique qui ne date pas de la Russie, mais qui date de l'Union soviétique. Et je sais qu'il y a des politiques natalistes en Russie qui fonctionnent plus ou moins. Je crois qu'ils ont réussi à stabiliser un petit peu, mais enfin bon, ils ont quand même... Donc, il ne faudrait pas non plus éluder les problèmes internes des BRICS. L'Afrique du Sud est un pays qui ne va pas très très bien non plus. Quand vous avez comme nouveau pays, vous faites rentrer l'Éthiopie, qui est un des pays les plus pauvres d'Afrique, vous ne faites quand même pas rentrer Rockefeller, donc vous savez qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes. L'Éthiopie est rentrée pour des raisons géopolitiques, alors que taper à la porte en même temps que l'Éthiopie, le Nigeria. Et ils ont préféré l'Éthiopie pour des raisons géopolitiques. Le Brésil est un pays qui, quand même, en termes d'inégalité, de non-développement, se pose là. Donc voilà, je ne vais pas continuer parce que vraiment, ils vont mal le prendre. Mais les BRICS sont quand même pas complètement non plus des grands colosses qui sont sur des pentes qui vont les amener jusqu'en haut de l'Himalaya. Ils ont leurs problèmes et leurs faiblesses qui sont assez proches des nôtres. Bon. Deuxième remarque, un monde post-occidental. Oui, si vous l'entendez, avec l'Occident devant et en leader. Parce qu'en réalité, si les pays des BRICS, et là c'est le paradoxe, s'ils en sont là, notamment pour les Chinois, les Indiens, etc., c'est parce qu'ils jouent avec les règles occidentales et que le fonctionnement de l'ordre occidental les a favorisés. Donc ils ne peuvent pas non plus mettre complètement à la poubelle l'ordre occidental. Donc il sera certainement différent, notamment parce qu'il va y avoir un rééquilibrage qui est souhaitable, mais ça ne veut pas dire qu'on va assister, une fois encore, à une révolution totale. Maintenant, je vais répondre à votre question parce que je ne l'ai pas oubliée, qui est celle sur l'Asie. Pourquoi on s'y intéresse ? Tout simplement parce que si on fait un peu d'histoire, sur le très long terme, hein, cette fois, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'histoire d'une semaine, hein, comme le fait BFM TV, l'Asie, ça a toujours été le centre de l'histoire.
Si vous prenez les enquêtes empiriques qui sont sérieuses sur la Chine et sur l'Inde, la parenthèse européenne qui s'ouvre réellement au XVIe, XVIIe siècle, en réalité, les Chinois et l'Inde étaient, au regard des richesses, bien devant nous. Et si vous regardez, vous faites de l'histoire longue, vous avez un très bon livre sur les routes de la soie. Regardez où était créée la richesse et où on va chercher la richesse. Les Occidentaux, on va en Asie. Les Portugais, ils vont en Asie. Les Britanniques, ils vont en Asie. Bon, il n'y a que les Espagnols, eux, qui sont partis en Amérique latine. Mais en même temps, ils voulaient aller en Inde. Ils se sont un petit peu trompés. Ils avaient un GPS chinois. Donc, si vous voulez, en réalité, c'est qu'un retour en arrière. Vous avez de très bons livres qui sont faits, j'arrive jamais à me souvenir de son nom, c'est Kishimore, qui est, je crois que c'est Kishimore, qui est un ancien diplomate singapourien, qui a écrit de très nombreux livres et qui, dans un de ses premiers livres, supplie l'Occident d'évoluer pour pouvoir vivre en bonne intelligence avec les pays asiatiques, parce qu'on est en train de fermer la parenthèse européenne. Ce que vous avez dans le livre de Bertrand Badi, Nous ne sommes plus seuls, mais en réalité, c'est le retour de l'histoire avec l'Asie au centre. Parce que les richesses viennent de là. Regardez où sont la plupart des terres rares. La grande majorité des terres rares sont en Chine, et ils parviennent aujourd'hui à les utiliser merveilleusement parce que nous avons un énarque qui a considéré que la technologie que nous avions inventée avec Ron Poulenc, qui était à La Rochelle, n'avait aucun intérêt, et nous avons vendu l'ensemble de la division avec les brevets à la Chine. Voilà, donc nous avons quand même aussi été les fossoyeurs de notre place dans l'ordre européen, enfin dans l'ordre occidental. Enfin, pourquoi l'Asie ? Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que l'Asie devient un pôle grâce ou à cause, alors ça c'est comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez, du réchauffement climatique. L'Asie devient beaucoup moins dépendante du canal de Suez, et que ce soit la Chine ou la Russie vont maîtriser les routes, alors notamment la route du Nord qui devrait passer, alors aujourd'hui elle est ouverte 2 à 3 mois par an, je crois à peu près, qui va passer au-dessus de la Russie, et le prochain, enfin certainement les prochains conflits, et Trump, s'il a envie de prendre le Groenland, ce qui n'est pas une nouveauté, puisque le premier à vouloir racheter le Groenland, c'était Truman. C'est tout simplement parce qu'ils savent que les prochains conflits, les prochaines richesses, la prochaine route qu'il faut maîtriser, c'est dans l'océan Arctique. Donc les Chinois vont pouvoir commercer beaucoup plus facilement en utilisant cette route russe ou la route qui passe au-dessus du Canada. Donc la Chine devient intéressante parce qu'elle est reconnectée à l'ensemble du monde, et que les Chinois, avec leur route de la soie, sont en train de reconnecter les anciennes routes de la soie, notamment parce que, bon, là aussi, si on fait de l'histoire, pendant très longtemps, on a eu un ordre mongol qui ne se limite pas à ce que vous faites à l'école, à savoir le méchant Attila qui vient avec des peaux de bêtes et qui arrive en Europe. En réalité, les Mongols se sont retrouvés quand même à la tête en Égypte, en Perse, en Mésopotamie, en Inde, et puis un peu en Chine. Et en Chine aussi. Donc en réalité, il y avait un ordre mongol, c'est-à-dire un ordre, et l'ordre qui a fonctionné pendant très longtemps, il était en Asie centrale. Ils sont montés aussi un peu en Russie quand même. Voilà. Donc vous avez en fait un retour de l'histoire. Voilà, allez, je vous laisse parler maintenant. Oui, il faut répondre quand même à tout ça. Non, mais en fait, effectivement, moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Eric Pomès. Je pense que c'est aussi un élément
sur lequel les élites européennes, notamment, puisqu'on se retrouve en Europe, et françaises en particulier, devraient réfléchir, c'est qu'on a beaucoup de problématiques communes, effectivement, avec les BRICS, et que tout le temps, c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, et tout le temps être dans l'idée qu'il y a une opposition, que c'est forcément une alternative ou une opposition, hein, n'est pas forcément la bonne approche. Il faudrait surtout qu'on arrive à leur parler. Et de ce point de vue, ça rejoint aussi ce que je disais. Malheureusement, à l'heure actuelle, les élites en Europe sont dans une vision du repli. Elles se replient sur elles-mêmes, elles font bloc. Et elles ont l'impression qu'en restant dans leur petit conclave entre Européens, eh bien, elles vont parvenir à faire face aux défis du monde. Et les sommets, là, depuis 15 jours, les chefs d'État européens ne sont jamais peut-être autant vus de leur vie. Ils se voient tous les 3 jours. Mais ils réfléchissent entre eux à des solutions qu'ils souhaitent apporter, là, en l'occurrence au conflit en Ukraine, mais demain ce sera peut-être autre chose, sans consulter les autres. Ils disent voilà, nous allons régler le conflit en Ukraine, mais alors surtout, on ne parle pas à l'un des protagonistes. C'est quand même assez étonnant, comme quand on veut régler un conflit, le bœuf à bas de la diplomatie, c'est on prend les deux adversaires et on les met ensemble pour qu'ils parlent, et on leur parle. Si on parle qu'à l'un des deux, évidemment, on ne peut pas régler le conflit, ça c'est impossible. Ça te tient de l'impossible. Et donc cet exemple-là, il est vraiment il illustre ce renfermement, cette frilosité des Européens. Et il y aurait même encore 10 ans le conflit ukrainien, il aurait trouvé sa solution en Europe, peut-être en Finlande, en Suisse. Il y aurait une plateforme offerte par un État un petit peu neutre qui aurait pris un peu ses distances avec ce conflit. Qui, à l'heure actuelle, c'est en Arabie Saoudite, le première rencontre, et en Turquie d'ailleurs. Les Américains et les Russes se sont retrouvés. Donc Turquie, Arabie Saoudite. Ce ne sont plus les Européens qui apportent les solutions pour la paix. Donc ça, c'est un élément important. Mais je voulais revenir sur ce que disait Eric, sur le fait que, au-delà de ça, donc il y a un renfermement, alors même que, effectivement, nous avons beaucoup de problématiques communes, démographiques, de développement, de réchauffement climatique, on le sait, et d'autres natures qui pourraient bénéficier d'un dialogue constructif avec les BRICS. Par contre, ce sur quoi je serais un petit peu, disons, j'aurais une analyse un petit peu différente, c'est qu'il y a aussi, par exemple, sur la question de l'endettement. L'endettement chinois, c'est un endettement justement de développement, de croissance. C'est un endettement qui a permis des infrastructures, de la création de richesses réelles. C'est du vrai, c'est des trains, on le disait, c'est des infrastructures gigantesques qui certes passent par l'endettement, mais qui sont dans une optique de développement d'ailleurs assez extraordinaire. Dans tous les domaines, maintenant, la Chine construit dans des proportions inimaginables, très 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 loin devant tous ses concurrents. Dans le cas américain, c'est un endettement largement en pure perte, qui ne crée pas très peu de richesse réelle, de la richesse qui se retrouve dans les infrastructures, dans l'école, dans la santé. Et quand on parle de démographie, certes, vous avez des problèmes en Chine qui sont d'ailleurs largement, en partie liés à des conséquences indirectes de l'enfant unique. En Russie, c'est bien connu, une crise démographique qui dure depuis 30 ans environ. Mais en termes de dynamique, là, les choses sont un peu plus inquiétantes. Et si on regarde les chiffres américains, les États-Unis sont les derniers, mais les derniers non pas juste en queue de peloton, mais très très loin des performances européennes. Sur l'espérance de vie, sur plein d'aspects. Et vous avez, c'est d'ailleurs ce que cite Emmanuel Todd aussi dans son ouvrage, la mortalité infantile à l'heure actuelle aux États-Unis est supérieure à la mortalité infantile en Russie. Donc, alors qu'ils étaient devant les Russes, historiquement, ils ont toujours été devant les Russes. Donc il y a aussi une question de perspective et de dynamique. Et de ce point de vue-là, c'est aussi d'ailleurs l'un des arguments avancés, c'est que souvent on cite les PIB par habitant, etc., assez extraordinaires aux États-Unis qui nous auraient distancés, mais comment expliquer qu'un pays
qui serait aussi riche que cela, eh bien, vit beaucoup moins longtemps que chez nous, a une mortalité infantile qui est supérieure à chez nous, et beaucoup, hein, d'autres, je ne vais pas les multiplier, mais donc il y a un gros problème en interne et qui est en bonne partie lié à finalement un aspect assez spéculatif de l'économie et à une surexposition des États-Unis à leur engagement extérieur. C'est-à-dire qu'on a un budget militaire absolument gigantesque qui manifestement est de moins en moins tenable. Mais au-delà voilà, de ces quelques nuances, je crois qu'on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de problématiques communes et qu'effectivement, quand on parle de post-Occident, bon, c'est aussi une façon d'attirer l'attention sur ces évolutions lourdes, mais en réalité, l'Occident, s'il gère bien sa barque, et je ne sais pas d'ailleurs si demain on va continuer à parler d'Occident d'ailleurs, parce que bon, voilà, il faudra se poser la question, est-ce qu'il ne faudra pas parler d'Europe et puis d'Amérique du Nord de l'autre côté, mais s'il arrive à bien gérer sa barque, il peut tout à fait finalement avoir une place extrêmement estimable et une belle place dans le monde qui s'annonce, y compris parce que voilà, par exemple, la majorité des pays en Eurasie, si on prend l'Eurasie, eh bien, est en train n'assure plus le renouvellement des générations, effectivement. C'est-à-dire qu'en Inde, la Chine perd des habitants depuis quelques années, mais l'Inde est à moins de 2,1 enfants par femme à l'heure actuelle. Donc les Indiens ne font plus assez d'enfants pour renouveler leur génération. Donc ça veut dire que certes, nous, on a des problèmes démographiques, mais effectivement, le reste de l'Asie n'est pas non plus dans cette trajectoire d'augmentation très importante de son poids à l'échelle internationale. C'est un peu différent avec l'Afrique, qui va être le continent qui va croître énormément dans ce siècle qui vient. Donc on va avoir des recompositions importantes, mais là encore, pour finir, je pense que le problème n'est pas tellement pour les Européens et les Occidentaux des fondamentaux de leur société, de leur puissance en tant que telle, c'est plus des élites qui ne parviennent pas, qui ont beaucoup de mal à comprendre ces grandes évolutions et qui, de mon point de vue, ont plutôt tendance à se renfermer qu'à tenter de s'adapter à ces nouveaux enjeux. Juste ajouter, pour rebondir sur ce que David Tertrais disait, sur la notion d'Occident, et il semblerait que dans l'idée de la confrontation, il n'y ait que les élites européennes qui veulent se lancer dedans. Donner un exemple, et ça va renforcer ce qu'on disait sur la négociation de la guerre en Ukraine qui échappe à l'Europe. De la même manière que fut un certain temps pendant la guerre froide, on aurait très bien pu imaginer le rapprochement Arabie Saoudite, Iran fait par une puissance européenne. On sait la diplomatie chinoise qui l'a fait il y a quelques années. Et là, la diplomatie chinoise, par les routes de la soie et le canal qu'ils sont en train de construire pour relier le Danube à la mer Égée, sont probablement dans une dizaine d'années en passe de régler la question serbo-kosovare, qui pour l'instant est bloquée en partie par la position de blocage de l'Union européenne, qui consiste à indiquer que la Serbie ne rentrera dans l'UE qu'une fois qu'elle aura reconnu le Kosovo comme étant indépendant. Et vous avez la Commission européenne qui se lance de la même manière qu'elle s'était lancée à jouer avec le feu par rapport à l'Ukraine, commence à expliquer que les routes de la soie en Serbie ne sont pas compatibles avec les projets de coopération économique de l'Union européenne et que la Serbie devrait choisir. Pour y être allé il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines, je peux vous assurer que la Serbie, elle a choisi. Mais peut-être pas dans le sens de Bruxelles. Et puis, pour le côté américain, c'est un peu différent avec le virage Trump, l'administration Trump. D'ailleurs, je veux juste une parenthèse, quand la première administration Trump était là, c'était la Chine qui était vue comme l'alternative pour l'Europe. Bon, la crise du Covid
étant passé par là, bon, la gestion chinoise du Covid ayant fait peu d'adeptes, ou en tout cas peu de fans positifs, mais quand on regarde la position de l'administration Trump, ils font attention pour l'instant avec le partenaire chinois, tout simplement parce que, et c'est là-dessus que l'Union européenne devrait faire attention, si Musk est financièrement en vie, c'est parce que Xi Jinping et son Premier ministre ont sauvé Tesla. Si Tesla fait des profits, c'est parce qu'il y a 2 méga usines à Shanghai, qu'il y en a une en construction dans le Xinjiang. Voilà. En échange, Trump, via Musk, a expliqué que Taïwan était bien évidemment territoire chinois et qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Donc ça, c'est une chose. Et puis les États-Unis ont aussi besoin de la Chine pour régler leur question de gestion de la drogue, puisque toutes les molécules de base pour les drogues de synthèse sont fabriquées en Chine. Alors officiellement, bien évidemment, ça n'existe pas, et officiellement, ces entreprises n'ont pas le droit de le faire. D'un point de vue officieux, les Chinois sont très très contents de renvoyer la question de la drogue à l'Occident, puisque c'est comme ça que 1842, le siècle des Illuminations avait commencé avec les Britanniques qui sont venus envahir la Chine pour imposer à l'empereur chinois l'achat de l'opium. Donc là, c'est un peu le cadeau dans l'autre sens, mais voilà. Et ce qui explique aussi la position de l'administration Trump qui espère régler cette question en mettant TikTok dans la balance. Puisque d'ailleurs c'était assez rigolo, et puis après j'arrête, mais le public américain qui dit on va arrêter TikTok et on va aller sur Red Note, qui en chinois veut dire qui veut simplement dire petit livre rouge, ce qui manque quand même pas de piquant quand on connaît juste avant la prise de fonction de l'administration Trump, mais c'était encore l'administration Biden. Voilà. Ça n'a dérangé personne, petit livre rouge aux États-Unis, enfin passons. Avant de passer aux questions, avant qu'on perde l'ensemble des joueurs, d'abord sur l'investissement, juste une chose, je te rejoins, sauf que le jour où les États-Unis arrêtent de s'endetter, c'est-à-dire le jour où ils toussent un petit peu, les Chinois attrapent la grippe. Hein, parce qu'une partie de l'investissement, enfin de l'endettement américain, permet aux États-Unis d'acheter en Chine. Donc en fait, les deux pays sont complètement liés. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué d'imaginer une guerre, puisque la grande majorité des dettes américaines sont détenues par les Chinois, et que si les Américains font défaut, en fait, les Chinois se retrouvent quand même avec un nombre de dettes totalement inutilisables. Avant de passer aux questions, je voudrais simplement vous donner les grands principes d'un ordre international, à mon avis, puisqu'on a fait un cours là-dessus avec Mathieu Grand-Piron. Tous ceux qui ont eu la malchance de ne pas nous avoir en cours, je vous donne ce que sont les grands principes de l'ordre international du XXIe siècle. Les grands principes: compréhension mutuelle, égalité dans la souveraineté, solidarité, démocratie, ouverture, inclusivité, collaboration, consensus. Ça, c'est les grands principes. Ensuite, multilatéralité, réforme du Conseil de sécurité, protection de l'environnement, défense des droits de l'homme. C'est beau, hein, résolution pacifique des conflits, protection des civils. Et je crois que j'en ai... oui, non, j'ai oublié, évidemment, désarmement et non-prolifération. Voilà les grands principes. Qui ne peut pas être d'accord avec ça? Eh bien, ce sont les grands principes de la déclaration de Kazan des BRICS. Pas du tout une déclaration occidentale. Les grands principes pour l'ordre du XXIe siècle, tels que je viens de vous les citer, vous les avez dans la résolution qui termine le sommet de Kazan. C'était en décembre 2024. C'est-à-dire qu'en réalité, l'ordre des BRICS ressemble pour 2 gouttes d'eau à l'ordre occidental, et quand vous lisez les discours de Xi Jinping sur son idée de communauté, etc., c'est exactement les mêmes principes. Il rajoute, parce que pour les Chinois c'est fondamental pour l'ordre du XXIe siècle, le développement économique passe avant tout le reste. Il ne peut y avoir de protection des droits de l'homme, de démocratie, etc., que s'il y a un développement économique. Voilà. Donc je voulais simplement vous donner ces principes de l'ordre des BRICS
parce qu'en réalité, c'est exactement les mêmes qu'un ordre occidental. On va peut-être passer aux questions. Allez, c'est parti. Bouclier antimissile mis en œuvre. Moi, je prends du S-400. Je suis sûr comme ça. Bonsoir, merci beaucoup pour vos échanges. Juste ici, Mathieu Ricordel en licence 3 économie-gestion. Ma question elle serait autour d'un agrandissement. Donc déjà, on sait, vous avez évoqué les BRICS+, les BRICS à 9. S'il y avait un agrandissement à nouveau des BRICS, on a parlé du Nigeria, donc, ou même du Maroc, je crois, qui était mentionné en décembre. Un agrandissement des BRICS plus, est-ce que ce serait favorable ou est-ce que, au contraire, selon vous, ça pourrait, on va dire, tuer l'organisation en raison d'un trop grand nombre de pays qui les paralyserait un petit peu dans les discussions? Merci. Alors, d'abord, première chose, il y a eu un premier élargissement, donc ça c'est BRIC+, c'est la suite de Johannesburg en août 2023 au 1er janvier 2024, avec deux États qui n'ont pas donné suite à leur invitation. L'Argentine de Milei, qui lui a décidé de rouvrir des discussions avec l'OCDE, donc il veut se rapprocher plutôt de l'OCDE, et l'Arabie Saoudite qui se retrouvait dans les BRICS tout en étant un allié des États-Unis et qui pour l'instant n'a toujours pas répondu, mais en même temps qui parle énormément avec les Russes et qui, via les Russes, les Chinois, se rapproche de l'Iran. Bon, donc ça c'est le premier élargissement. Mais si vous avez écouté le tout début de mon intervention, je vous ai expliqué qu'aujourd'hui, il y a un nouveau type de membres qui sont les membres partenaires depuis janvier 2025, avec notamment l'Indonésie, la Malaisie. Donc il y a aujourd'hui 9, je crois qu'ils sont 9, 9 États supplémentaires qui ne sont pas des États complètement partis au forum, mais qui viennent déjà se rajouter. Pour répondre maintenant à votre question, la grande différence entre les BRICS et l'Union européenne, parce que l'Union européenne qui est à 27 et qui veut continuer à s'élargir, on voit bien que ça fonctionne difficilement. La différence, c'est que les BRICS, ce n'est pas une organisation internationale. C'est un forum de discussion. Donc, ils discutent, mais c'est tout. Il n'y a pas d'organe, il n'y a pas de secrétariat permanent. Donc, ils ne sont absolument pas bloqués dans leur fonctionnement. Ils sont simplement à discuter. Ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Certains prennent telle ou telle chose et ils avancent avec ça. D'autres, ça ne les intéresse pas, ils n'y vont pas. Donc il faut bien voir dans les BRICS que les BRICS, c'est un forum. Donc, c'est très malléable, c'est flexible. Ça n'a pas du tout les lourdeurs d'une organisation internationale de type Union européenne ou Union africaine, où plus vous êtes nombreux, plus c'est compliqué. Dans les BRICS, il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas de vote, il y a des déclarations de fin de sommet, comme il y en a dans tous les forums internationaux. Tu veux dire quelque chose? Ouais. Oui. Alors là, comme ça, moi, je ne pourrais pas vous les citer de tête. On a l'Indonésie, la Malaisie, et après, je ne sais plus. Parce que j'ai un trou. Oui, en fait, effectivement, il y a la Thaïlande aussi. Il me semble qu'il y a la Bolivie, le Kazakhstan, il me semble la Biélorussie également. Alors, enfin, vous avez un certain nombre de pays qui sont désormais partenaires. Et pourquoi partenaires et non pas membres à part entière? Quand même, tout de même, parce qu'effectivement, il y a eu des débats internes aux BRICS. Je le disais, il y avait beaucoup de demandes pour rentrer. Il y avait en gros deux écoles. Il y a ceux qui disaient faisons rentrer au maximum parce que ça montre qu'on est dynamique et qu'on a un poids toujours plus important. Et puis il y a ceux qui disaient mais là notre voix dans ce forum va être diluée
il faut d'abord qu'on apprenne à travailler avec les nouveaux membres à part entière, hein, que sont quand même l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Éthiopie. Donc ces nouveaux membres, voilà, il faut aussi qu'ils apprennent un peu le fonctionnement. Alors, ce n'est pas une organisation internationale, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui se sont mis en place. Et donc, finalement, la proposition de compromis, parce qu'il y a aussi l'argument en disant, oui, mais si on les refuse, si on leur dit non, ça risque de provoquer des frustrations et voilà, éventuellement qu'ils regardent ailleurs. Donc la proposition de compromis, c'était ce statut de partenaire qui fait qu'ils ne vont pas assister à toutes les réunions, et ils n'auront pas de voix, ils ne pourront pas être décisionnaires dans justement les communiqués finaux, voilà, dans la façon dont dans les décisions, au sens en tout cas de ces communiqués, mais qui ne sont pas seulement ça, parce que ça peut renvoyer aussi à certaines discussions sur le fonctionnement de la Banque de développement des BRICS, un certain nombre de discussions plus techniques. Ils seront plutôt dans une situation d'observateur, en quelque sorte, hein, à observer et à être présent dans un certain nombre de réunions. Donc ça, c'est ça qui a été la décision de compromis à l'heure actuelle. Alors, il y a par ailleurs, comme c'est effectivement, comme le dit Eric Pommes, un forum avec des principes internes assez souples et pas totalement institutionnalisés, le fait même de devenir membre à part entière ou pas relève apparemment, il y a une invitation qui est annoncée d'un côté, et puis il y a la diplomatie du pays invité qui dit oui, je rentre, ou non, je ne rentre pas, ou alors qui ne dit rien. C'est le cas de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, jusque-là, ils ont dit oui, on réfléchit encore. Hein, et donc, même le processus d'adhésion est un petit peu complexe. Et il y a certaines ambiguïtés. Par exemple, l'Indonésie, j'en discutais avec des collègues, je leur disais, mais donc c'est un nouveau pays partenaire, puisqu'ils ont déclaré au dernier sommet à Kazan que pour l'instant, ils ne voulaient pas d'élargissement à des pays membres à part entière. Et de ce que j'en ai compris des communiqués qui ont été faits, l'Indonésie a fait exception et a été intégrée là, début 2025 comme un membre à part entière directement. Et n'est pas resté dans la casse partenaire. Et si je crois comprendre l'idée, c'est que l'Indonésie est un poids lourd démographique à tous égards en Asie, et qu'ils ont dû dire, écoutez, nous, c'est soit on est membre à part entière, soit on ne rentre pas chez vous, mais on ne va pas rester sur un strapontin en tant que simple membre partenaire. Hein, mais ça illustre tous ces éléments un peu de détail, illustre effectivement que ça reste faiblement institutionnalisé et que donc ça peut être une faiblesse, mais en même temps ça implique une grande souplesse et c'est ça qui intéresse beaucoup des membres aussi, c'est cette souplesse. Alors je vous donne la liste, donc on ne sait pas trop où: l'Indonésie, Bélarus, Bolivie, Kazakhstan, Cuba, Malaisie, Thaïlande, Ouganda et Ouzbékistan. Voilà, c'est les partenaires. Voilà, ça, c'est les nouveaux depuis 2025. Bonsoir, Gabriel, master droit public, sécurité, défense. C'est bien, c'est un bon master, ça. On s'amuse beaucoup. Ma question est la suivante. Si Xi Jinping parvient à relever le pari de son projet Chine 2049, est-ce qu'on pourrait considérer que cela marquerait justement un tournant ou un jalon vers une transition d'un ordre international post-occidental? Alors, sur la liste du Papa Noël 2049, je laisserai parler le VRP chinois. C'est assez intéressant pour tous ceux qui ne connaîtraient pas ce document. C'est lorsque Xi Jinping arrive au pouvoir, alors en 2012. Ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à un dirigeant européen qui se dit alors comment je vais me représenter dans 5 ans, qui dois-je éliminer pour être encore en course dans 5 ans, Xi Jinping, lui, il est en 2012, il se projette déjà en 2049. Donc il est déjà parti pour 30 ans de pouvoir, ou plus. Il va devenir empereur céleste.
Et il se dit, voilà, la Chine, on est là en 2012, il faut, et il donne des points d'étape. Et à chaque point d'étape correspond un certain nombre d'items pour que les Chinois deviennent la première puissance mondiale dans tous les domaines en 2049. Et pour l'instant, ils sont sur la trajectoire fixée par Xi Jinping 2049. Alors, est-ce qu'ils sont réellement sur la trajectoire ou est-ce que, comme d'habitude, il y a une forme de mensonge à l'intérieur de ce type d'État parce que personne ne veut dire qu'il n'a pas réussi à atteindre les objectifs, ça on ne sait pas trop. On parle d'anticipation. Hein non, je n'anticipe pas. Non, c'est pas des mensonges, c'est de l'anticipation. Oui, c'est de l'anticipation. Donc, si vous voulez, si Xi Jinping met en œuvre le plan 2049, ça voudra simplement dire qu'à ce moment-là, la Chine sera première mondiale dans tous les domaines qui comptent pour les puissances d'aujourd'hui. Et donc, si c'est la première puissance mondiale, on peut, à partir de là, penser qu'elle aura suffisamment de poids pour avoir fait évoluer l'ordre international et que cet ordre international sera peut-être plus sinisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Sauf que je vous répondrai, non pas parce que je suis normand, contrairement à mes deux voisins qui eux sont normands, moi je le rappelle, je suis sudiste, et je veux quand même vous faire une réponse un peu de normand. Oui, je suis minoritaire. Oui, je suis minoritaire comme l'Occident, mais c'est pas grave. C'est moi qui suis en haut de la hiérarchie. En réalité, votre question ramène, je suis désolé de vous le dire, hein, vous avez une vision très ethnocentrée de ce que va vouloir faire la Chine. On part de cette idée que la Chine a envie de dominer l'ordre international, de dominer le monde et de devenir le grand big boss. En réalité, même si je ne suis pas un spécialiste chinois, mais comme j'écris souvent avec un spécialiste de la Chine des articles, je suis obligé de me taper la prose des auteurs chinois. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en réalité, il n'y a pas du tout, et il n'y a pas non plus dans les discours de Xi Jinping, parce que lorsqu'on a écrit avec Mathieu Grand-Pierron nos recherches sur la mer de Chine méridionale, dans les discours, il n'y a pas cette volonté qu'on retrouve chez les Américains de domination du monde. Et l'agenda 2049, mais notre ami d'Alibaba va pouvoir nous le dire ensuite, c'est plus pour développer l'intérieur de la Chine, retrouver un statut qui était le statut de la Chine avant 1840 et la guerre de l'opium, plus que vouloir s'imposer au reste du monde. Donc oui, certainement que les règles seront différentes si c'est la première puissance mondiale, parce que forcément, ils ne vont pas rester avec un ordre américain qui leur impose un certain nombre de choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils domineront comme le font les Américains avec les idées libérales. On a pris ma leçon. Hein. Oui, alors juste préciser que cette récitation extrêmement bien faite ne peut pas rentrer dans le cas des conventions de Genève sur torture d'un combattant s'étant rendu. Ça, je tiens juste à le préciser, je n'ai pas torturé mon camarade. Mais pour répondre... Alors par contre, je n'ai pas bien vu, vous êtes dans la... En même temps, c'est les lunettes, je ne vois rien. Là-bas au fond, regardez. Ah oui, là-bas. Ah, juste, vous voyez, voilà, juste à droite de Taïwan. De quoi? De Taïwan. Formose, vous voulez dire. Taipei. Oui, ça marche. Taper chinois, ça marche. Merci pour la lumière. Si vous regardez l'ordre international, il est déjà fini. Enfin, occidental, il n'y a qu'à regarder aux Nations Unies dans combien de pourcents des cas les États-Unis sont suivis lors d'un vote et combien de pourcents des États votent lorsque les États-Unis initient une résolution. Alors, dernièrement, c'est entre 15 et 17%, terminé, au revoir. Vous avez 15% des États qui suivent automatiquement les États-Unis. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, et pour rebondir sur ce que dit Eric Pomès, partir du principe que la Chine suivra la même trajectoire que les Américains ou avant les Britanniques à la conquête du monde, ça c'est une vision extrêmement occidentale, basée sur une histoire politique occidentale, avec des théories occidentales, parce que basée sur la philosophie politique occidentale. Donc ça c'est
Ça, on ne peut que le citer, c'est John Mearsheimer qui en est à l'initiative et qui construit toutes ces théories sur le simple fait qu'une grande puissance, par définition, c'est quelque chose qui va faire le même comportement que les États-Unis. Sauf à considérer... Alors ça marche comme raisonnement uniquement si on accepte l'idée que, alors on va mettre quand même quelques guillemets, la civilisation américaine, on va mettre des guillemets à civilisation, puisse être... En fait, les États-Unis, c'est la même chose que la Chine, c'est la même chose que l'Inde, c'est la même chose que l'Égypte. Et si on répond par l'affirmative, oui, un Égyptien, c'est la même chose qu'un Américain, oui, un Chinois, c'est la même chose qu'un Américain, dans ce cas-là, la théorie fonctionne. Après, les historiens, s'il y en a dans cette salle, ne seront peut-être pas forcément d'accord avec cette vision. Et je ne peux que vous renvoyer au débat justement entre John Mearsheimer, qui a eu lieu en octobre dernier, et Yan Shuitong, qui est l'un des grands penseurs chinois. Vous retrouvez, il y en a pour à peu près 3 heures de vidéos YouTube, enfin 3 séances de 3 heures, où vous trouverez les transcripts des débats et vous avez aussi l'échange de vues sur cette question. Vous oubliez de dire que le débat est un tout petit peu plus clair que le livre que j'ai été obligé de lire sur le réalisme moral, qui est la création. Oui, mais le bouquin, il était antérieur au débat. Ouais. Donc il y a ça. Et puis il y a l'idée aussi, dans l'idée de changement, il y a aussi l'idée de le rendre public ou pas à la scène internationale. Et on part du principe que le changement serait brutal, c'est-à-dire qu'il y aurait un jour, paf, un avant et un après. Mais ça, c'est dans des cas très précis où il y a une confrontation militaire, où il y a un changement qui se voit et qui est clair et limpide. On peut très bien envisager une transition sur quelques dizaines d'années, voire un siècle, et petit à petit, à la fin, on ne voit rien. On n'est pas obligé d'envisager l'option d'un changement radical. Vous avez quand même pas répondu sur 2049. Non, je trouve que vous avez fait la bonne promotion. Ah bon, c'est bon. Ça va. Donc, autre question, monsieur. Alors oui, alors c'est quelque chose d'abord qu'il a récupéré de Napoléon, parce que Napoléon avait déjà la même vision. Comme quoi, c'est pas nouveau en fait. Effectivement, Pierre Fitt, quand il écrit son livre, on est dans les années 70, c'est ça. Il a compris que les Chinois, parce qu'ils ont eu un 20e siècle, enfin un début de 20e siècle un peu compliqué. Quand vous regardez, c'est le moins qu'on puisse dire, la République, ça n'a pas très très bien marché. Un début de siècle légèrement bancal. Oui, la fin de l'Empire, ça ressemble pas à grand-chose. Mais il s'est aperçu en fait que le jour où ils allaient régler leurs problèmes internes, ils avaient tous les ingrédients pour redevenir une grande puissance. Parce qu'on a l'impression que la Chine va devenir une grande puissance. Non, en fait, elle va redevenir une grande puissance. Ce qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'elle a toujours été une grande puissance dans l'histoire. Elle a eu un petit problème en 1840. Il faut dire qu'avant, elle a eu des empereurs qui ont manqué de lucidité, notamment ceux qui ont mis un terme aux grandes expéditions navales chinoises, puisqu'en réalité les Chinois sont arrivés, ont par leur grand amiral Yangtze, c'est ça, Zhang He, qui était un eunuque musulman qui a visité le monde en fait, bien avant nous, et des empereurs se sont refermés. Ce que disait d'ailleurs David Turtry, à chaque fois qu'un État se referme, ça ne se passe pas très bien. Et là, les Chinois alors, je ne sais pas si Pierre Fitt connaissait Deng Xiaoping, mais en tous les cas, quand vous commencez et que vous vous intéressez à Deng Xiaoping dans les années 70, il a déjà tout compris, le chemin que doit prendre la Chine pour redevenir une puissance. Et tous les ingrédients qu'aujourd'hui Xi Jinping met en place, quand vous regardez, c'est quasiment ceux de Deng Xiaoping à la place d'un seul. Là, pour le coup, il ne suit pas
le grand principe de Deng Xiaoping qui est surtout de ne pas apparaître comme ayant une volonté de puissance et de faire tout cacher. Donc Pierre Fitt, oui, avait tout compris. Hein. Enfin, il avait compris que les Chinois, notamment par Deng Xiaoping, allaient remettre une fois les quelques aventures du camarade Mao terminées et qui se remettraient sur les rails. Oui, ils avaient les capacités en fait. Ils ont les capacités parce qu'ils ont la démographie. À l'époque, ils avaient la démographie et ils avaient suffisamment de force pour y parvenir. Oui, ça me fait penser effectivement au fait que ces questions sont très complexes en réalité parce que il y a une tradition historique de la Chine auto-centrée qu'on retrouve jusqu'à présent, hein, et qui, d'une certaine manière, effectivement, comme dit Eric Pomès, projeter sur la Chine les désirs de puissance hégémonique tels que l'Occident a pu le mettre en place ces derniers siècles, c'est sans doute s'abuser. C'est-à-dire que la mentalité chinoise et la façon dont la Chine se projette dans le monde n'est pas celle de l'Occident et ne le sera sans doute jamais véritablement. Maintenant, la Chine, elle aussi, on l'a dit d'ailleurs, elle a aussi beaucoup emprunté à l'Occident pour opérer ce redressement actuel. Elle emprunte les technologies, mais elle a emprunté aussi pas mal de concepts, d'ailleurs de manière parfois très, très bizarre, hein, parce qu'on a encore le marxisme-léninisme qui est encore présent dans l'idéologie chinoise. Et le Lénine, bon, c'est un peu de Russie, mais le marxisme, c'est bien occidental. Le marxisme, c'est occidental. Donc, je pense qu'on a aussi un mixte à l'heure actuelle, hein, entre une tradition longue chinoise et des emprunts à l'Occident. Et on a une mondialisation de la Chine. La Chine, maintenant, elle est présente partout à l'échelle mondiale par ses firmes internationalisées, par ses capitaux, mais aussi par la diaspora chinoise, qui d'ailleurs est en constante évolution. Elle est même quasiment déplaçable un petit peu pour certaines de ses parties. Hein. On va construire des infrastructures un peu dans le monde entier, et c'est des hordes, si je puis dire, de travailleurs chinois qui vont réaliser ces infrastructures. Et donc, on a quand même à l'heure actuelle l'impression qu'il y a à la fois finalement un pays qui, dans son fonctionnement, a même plutôt tendance, il y a certains éléments qui montreraient une période de fermeture, enfin de semi-fermeture, hein, certains éléments qui vont refermer la Chine un peu sur elle-même dans la politique de Xi Jinping. Et puis en même temps, une Chine qui n'a jamais été aussi présente à l'échelle mondiale et qui, d'ailleurs, je dirais, sans forcément avoir ce désir extrêmement fort d'hégémonie par ses capacités de production et maintenant de technologie et de puissance à tous égards, et pourrait de facto être hégémonique. Je veux dire, mais pas dans un sens de la recherche de la puissance pour la puissance qui a pu être quand même cet hubris occidental et nord-américain qui est quand même très présent. Donc je pense qu'on peut trouver une sorte de nuance entre ce temps long qui va plutôt nous faire penser à une Chine qui va rester peut-être relativement dans sa sphère d'influence sans forcément vouloir se projeter à l'échelle mondiale, et les évolutions plus récentes d'influence occidentale quand même sur son développement et sa projection dans le monde. Juste ajouter qu'en complément, il y a certaines questions également auxquelles la Chine n'a pas encore répondu ou pas encore souhaité répondre, et c'est des débats qui ont été relancés à partir de 2018. C'est la notion d'hégémonie qui, dans le sens chinois, est radicalement différente, puisque ça veut dire unité et se considère en position hégémonique dès lors que tout le monde vient à eux et pas eux qui viennent à nous. Et puis aussi la question de savoir, maintenant que la Chine a obtenu la capacité matérielle, en tout cas rempli le critère matériel, se pose la question, faut-il rester simplement dans une vision matérialiste ou faut-il renouer avec une spiritualité ?
spiritualité qui a été bazardée par Mao. Et là se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez des débats qui reviennent sur comment est-ce qu'on redéfinit État-civilisation. C'est en ce moment même la diplomatie et les conseillers officieux de Xi Jinping qui s'y collent, notamment l'université de Fudan, qui fait son tour d'Europe depuis un mois pour réexpliquer la notion d'État-civilisation. Et puis c'est aussi des questions par rapport à la spiritualité, le débat qu'il y a aujourd'hui aux différentes sphères au sein même du parti, entre l'aile libérale, qui est illustrée par le retour en grâce, alors pas de Jack Ma, mais de Xu Zhenling, qui est un libéral chinois qui avait été exilé il y a une dizaine d'années, qui revient et qui est autorisé à republier à nouveau en Chine et qui pose cette question de comment est-ce qu'on retrouve une spiritualité. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la nouvelle gauche, qui est sur d'autres interprétations. Donc, une partie de la réponse se cache aussi dans les débats qui sont ouverts au sein même des factions du parti et qui nécessitent de leur part certaines réponses, mais ils se donnent un temps pour y répondre. Et quand je dis un temps, c'est-à-dire ils se donnent 100 ans pour répondre à cette question, ce qui fait que voilà, on n'est peut-être pas sûr de l'avoir. Merci messieurs. Vous voulez rajouter quelque chose ou... Très bien. Ah non, pour nous c'est bon. La seule chose pour finir sur une question, c'est qui sera leader dans les BRICS? Parce qu'aujourd'hui, vous avez deux têtes, la Chine et la Russie, et que selon quel est l'agenda qui gagnera, ça ne sera pas les mêmes BRICS. Donc ça ne sera pas forcément le même ordre international. Voilà, j'en ai terminé. C'est pour la prochaine réunion. Exactement, la suite au prochain épisode. Merci messieurs. Au nom de l'association Politeia et de l'Observatoire français des BRICS, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement et nous invitons aux prochaines conférences qui se tiendront dès demain, au 4 mars, aussi le 12 mars et le 20 mars, avec un ancien Premier ministre du Bénin qui va venir le 12 et enfin Emmanuel Todd le 20 pour terminer sur la nuit de la géopolitique le 3 avril. Et enfin, n'oubliez pas le concours du Puy du Fou pour ceux qui ont tenu le marathon. Voilà, n'hésitez pas, 2 places pour le Puy du Fou tirées au sort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore. C'est vous qui... Voilà, je suis d'accord avec vous. Merci. Bon, les gars, plus que 11. N'hésitez pas. 2 places au Puy du Fou. Vous y allez tout le temps. Merci en tout cas. Et de trains qui... On reparle du truc sur l'Afrique. Le 12, ça se passe. Oui, c'est ça. Oui, rapide. Sur la coopération interne des BRICS, comment l'OTAN telle que la Chine et l'Inde peuvent coopérer sur des contextes communs, alors que ces derniers se fassent des relations politiques et administratives avec les États. Donc oui, l'Afrique reprend. J'ai pas, mais je ne vais pas faire le développement, mais justement, que des BRICS, c'est des principes qui combattant. Et puis moi, je fais plus l'aspect sécuritaire. Comme ça, le triptyque est parfait. Moyens aussi coopérer. Un échange. Je dis vraiment. Oui. Mais j'aimerais bien le redescendre là encore assez pour les gens. Mais merci en tout cas. Sur le rêve, de pouvoir quand même tenter de coopérer. C'est difficile à comparer deux mastodontes, pour lesquels on n'est pas dans les mêmes échelles que on n'est pas dans les mêmes échelles que dans un pays européen. L'État fait un peu ce qu'on a dit, il n'a pas commencé à coopérer. On va trop loin de leur